Bonjour et bienvenue dans votre quotidienne Smart Tech, une émission où on fait tous les jours des découvertes, mais où aussi on réfléchit aux enjeux du numérique. On va commencer par des questions économiques avec une directive européenne qui va changer pas mal de choses dans le milieu du paiement, dans le domaine du paiement. Son application est imminente. On en parlera avec Jérôme Bouteiller, notamment sur l'impact du paiement dans le mobile. Ce sera la séquence Mobile Business. Et puis au cœur de cette émission, ce sera Notre-Dame de Paris qui va être à l'honneur. On va s'interroger sur les technologies qui peuvent venir au secours de la restauration des monuments historiques. Et pour cela, j'ai invité notamment un directeur de recherche CNRS qui a travaillé sur la reconstruction de l'acoustique de la cathédrale, également un cabinet d'architecture Grand Prix Héritage et Technologie et encore le premier cabinet d'avocats français en droit de l'architecture. Vous l'aurez compris, un très beau plateau. Et puis nous retrouverons notre rendez-vous sur les innovations de rupture avec cette question. Est-ce que l'AirTag d'Apple, ce dispositif de traçage de nos objets, est-il un tracker disrupteur ? Et on conclura évidemment par une innovation encore, une avancée scientifique qui permettrait de réparer un brin d'ADN sans courir de risque pour la séquence. La promesse, évidemment, c'est, vous l'aurez compris, le traitement de maladies génétiques. Mais donc d'abord, place au mobile business. C'est l'heure de notre chronique Mobile Business avec Jérôme Bouteiller, fondateur d'écranmobile.fr. Bonjour Jérôme. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de cette directive européenne qui va impacter l'univers du paiement en ligne. Elle s'appelle DSP2. Bonjour Delphine, effectivement 14 ans après la DSP1 qui est arrivée en 2007, l'heure est à l'application de la DSP2, la seconde version de la directive européenne sur les services de paiement qui cherche à réglementer et à harmoniser cette activité au sein de l'Union européenne. Alors adopté en 2015, ce second texte cherche à renforcer la sécurité des paiements. Il devait rentrer en vigueur en septembre 2019, mais la plupart des commerçants n'étaient pas prêts et l'application concrète de la DSP2 a été repoussée au printemps 2021 avec une mise en œuvre effectivement dans quelques jours pour le 15 mai. Alors selon la Banque de France, le taux de fraude sur les paiements à distance baisse régulièrement. Il est de l'ordre de 0,16%, mais ça représente encore à peu près les 2/3 de la fraude au paiement. Et l'ambition de ce texte, c'est de généraliser l'authentification forte, notamment au-delà du seuil des 30 € pour passer l'objectif sous la barre des 0,1% de fraude. On va rappeler ce qu'on appelle une authentification forte. Oui, une authentification forte, une authentification à 2 facteurs. Et parmi ces facteurs, il y en a 3 qu'il faut vraiment retenir. Ce que l'utilisateur sait, par exemple un mot de passe, ce que l'utilisateur possède, ça peut être une carte bancaire, mais aussi désormais un smartphone. Et ce que l'utilisateur est, on appelle ça l'inhérence. Ça va être par exemple une empreinte digitale ou l'empreinte du visage. Donc pour être une authentification forte, la DSP réclame qu'au moins 2 de ces 3 facteurs soient réunis pour valider le paiement. Et la validation par SMS jusqu'ici était considérée comme une authentification forte. Oui, alors c'est là que ça se complique. Jusqu'à présent, effectivement, les commerçants bénéficiaient d'un système d'authentification à 2 facteurs, reposant donc effectivement sur le SMS. Ça s'appelait 3D Secure. Et le principe, c'était de passer commande sur son ordinateur. On recevait effectivement un code par SMS qu'on ressaisissait pour finaliser la transaction. Le SMS marche très bien. Ça a représenté jusqu'à 86% des méthodes d'authentification forte à 2 facteurs, et ça avait permis de faire chuter le taux de fraude de 0,21% à moins de 0,07%. L'authentification par SMS, donc elle valide théoriquement 2 des 3 exigences de la DSP2, mais d'après la DSP2, il n'y a pas d'indépendance entre ces 2 facteurs, puisqu'on va recevoir, par exemple, on va payer par exemple depuis un téléphone mobile maintenant et recevoir le code sur ce même terminal, et donc on considère que ce n'est plus une authentification forte et il va falloir opter pour d'autres méthodes, notamment l'identification biométrique. Et est-ce que désormais les acteurs européens sont prêts pour le 15 mai ? Alors pas du tout. Il y a une étude qui a été réalisée il y a quelques mois déjà, en janvier, par la banque Natixis. À peu près les 2/3 des commerçants n'avaient pas recours à l'authentification forte, et parmi le tiers qui avait recours, à peine 6% avaient des technologies compatibles avec cette DSP2. Donc les chiffres devraient fortement augmenter, puis il va y avoir une souplesse, notamment sur l'utilisation du SMS encore jusqu'à la fin de l'année. Mais il y a effectivement un retard. Il y a un risque effectivement que les paiements des paiements des marchands soient refusés par les banques faute de sécurité. Et en parallèle, il faut s'attendre à un engouement pour de nouvelles technologies de sécurisation
autorisation, notamment les technologies biométriques proposées notamment par Google ou Apple. Ce que vous me dites, c'est que en fait, le régulateur européen ferait le jeu des GAFA. Et oui, un peu de la même manière que la DSP2 a fragilisé, même manière que le RGPD a fragilisé les acteurs européens de la tech en profit des géants américains ou chinois de la publicité digitale. Cette DSP2, elle va effectivement fragiliser les acteurs européens de la fintech, notamment les banques, qui sont en retard en matière de biométrie. Alors l'ironie de l'histoire, c'est que le Conseil de la concurrence a publié il y a à peine quelques jours un avis pointant le retard des technologies fintech européennes et d'un risque de monopole des GAFA en matière de paiement. Donc pour résumer, les autorités européennes votent un texte qui fragilise les acteurs européens de la fintech, alors qu'on était historiquement plutôt bon en matière de monétique. On va renforcer les solutions biométriques qui sont contrôlées par les Américains. Et puis après, on leur reprochera sans doute d'être en position de monopole. C'est à se demander s'il ne serait pas nécessaire de réguler les régulateurs. Bon, c'est parce que peut-être nos acteurs freinent un peu. Alors, on va passer aux news, avec ce qui ressemble à une fin de partie pour Clubhouse. Oui, Clubhouse, c'était un peu le phénomène de ce début d'année 2021, mais selon des chiffres publiés par Sensor Tower, le volume de téléchargement de l'application s'est littéralement effondré. On était à plus de 10 millions en février, on est tombé à sous les 3 millions au mois de mars. Alors, Sensor Tower explique qu'il y avait un fort engouement, mais que le buzz est un petit peu retombé. Il y a aussi la concurrence des grands groupes comme Facebook ou Twitter qui lancent des solutions concurrentes. En tout cas, bon timing pour Clubhouse qui venait tout juste de clôturer une levée de fonds qui valorisait l'entreprise plus de 4 milliards de dollars. On a Apple aussi qui dévoile un nouvel emplacement publicitaire dans l'App Store. Et oui, Apple qui fait râler tout le marché avec sa solution ATT qui limite la collecte de l'IDFA dans les applications, et aussi un acteur actif en matière de publicité. Et ils viennent de lancer une nouvelle offre au sein de l'App Store. Donc ce sont des petites bannières qui vont apparaître au niveau des suggestions de l'onglet recherche. Et Apple précise que ce nouveau format sera facturé au CPM et non pas au CPC, comme on voit souvent dans les search ads, et que ça permettra aux éditeurs d'applications de faire découvrir leur service. C'est une contrepartie qu'Apple offre finalement aux annonceurs. C'est un nouveau moyen de se mettre en avant. Il n'aura pas a priori de ciblage individuel sur ce format. On termine l'actu mobile business avec un chiffre, 76% des mobinautes acceptent d'être géolocalisés. Oui, c'est une étude Médiamétrie qui nous dit d'une part que 82% des Français acceptent de partager leurs données personnelles. Seulement un tiers, 31%, ça dépend du site consulté. Et selon cette même étude, 76% des mobinautes acceptent d'être géolocalisés. Parmi eux, 9% acceptent systématiquement, mais plus des 2 tiers, 67% uniquement lorsqu'ils le jugent nécessaire, parce que c'est plus simple, parce que c'est plus pratique. Donc voilà, on peut être optimiste, même si Apple durcit un peu les règles du consentement, les gens sont quand même prêts à partager ce type de données. Merci beaucoup Jérôme Bouteiller, fondateur d'écranmobile.fr. Merci pour vos chroniques régulières dans Smart Tech. Alors c'est l'heure de notre talk sur la restauration de Notre-Dame et les coulisses technologiques. Plateau exceptionnel, je vous l'ai annoncé pour découvrir l'apport des technologies dans la restauration de monuments historiques et en particulier de la cathédrale Notre-Dame de Paris. En plateau avec moi, Brian Katz, directeur de recherche CNRS. Vous dirigez une équipe sur les espaces sonores à l'Institut d'Alembert Sorbonne Université. Vous avez notamment travaillé sur la reconstruction de l'acoustique de Notre-Dame. On en a découvert un extrait et c'est un ami acousticien qui nous a mis en relation. Je le remercie vivement. Également autour de la table, Grégoire Ferrand, architecte du patrimoine, associé co-gérant de Soundmetron. C'est une agence d'architecture qui présente des compétences en création, réhabilitation et restauration d'édifices, monuments historiques. Et cet automne, à l'occasion du premier salon Héritech, Héritage et Technologie, je le dis à la française, Soundmetron a reçu le grand prix du geste d'or Héritech. Également avec nous en visio, Michel Huette, docteur en droit, avocat, membre et grande médaille de l'Académie d'architecture, fondateur du premier cabinet français en droit de l'architecture. Alors, merci messieurs d'être présents. On va commencer ensemble
ensemble, Brian Katz, on a découvert des images du Ghost Orchestra. Ce sont des études que vous avez menées sur l'acoustique de Notre-Dame de Paris, un projet qui a démarré en 2013, si je ne me trompe pas. Et donc, vous l'avez repris, vous, en 2017 avec votre équipe. On est bien en amont de l'incendie. Oui, donc on a travaillé sur une manière de communiquer l'intérêt de l'acoustique de Notre-Dame et une manière de présenter, par exemple, un concert qui était fait pour l'anniversaire, 850e anniversaire de Notre-Dame. Et comment est-ce qu'on peut passer ce concert à tout le monde qui ne peut pas être présent? Mais déjà, quel était l'objectif du projet Ghost Orchestra au départ? C'était ça. C'était de travailler sur ce concert pour l'anniversaire? Ghost Orchestra, c'était une cas d'étude dans notre projet Billy, qui était sur le rendu son 3D avec France Télé et Radio France et beaucoup d'autres partenaires académiques. Et l'idée, c'est d'amener le son 3D en grand public. Et on a choisi ce concert à Notre-Dame comme une étude de cas et dans laquelle on a essayé de créer un modèle acoustique de Notre-Dame qui est calibré avec les vraies architectures et rendre le concert dans cette acoustique virtuelle et donner le public le droit de balader dans la cathédrale. Donc on a fait cette vidéo qui était un type de tapis magique volante qu'on a testé un peu au début de YouTube 360. Donc c'est le premier exemple son 3D en réalité virtuelle grand public basé sur ce type de rendu scientifique. Et entre-temps, donc, on a eu l'incendie de la cathédrale Notre-Dame le 15 avril 2019. Donc ces travaux vont permettre de retravailler la restauration avec ces éléments acoustiques? C'est bientôt, juste après l'incendie, qu'on a découvert qu'on était presque la seule équipe du monde qui ont fait des mesures acoustiques à Notre-Dame. Oui. Donc, ces mesures de calibration pour notre modèle a servi comme le seul point de repère acoustique dans la cathédrale. Et donc, tout de suite, on est impliqué dans l'équipe scientifique, le chantier scientifique de Notre-Dame et les différentes associations autour de restauration de Notre-Dame. Et on vient de piloter, ou je copilote avec une collègue en paysage sonore, le groupe de travail acoustique des scientifiques. Grégoire Ferrand, donc vous êtes au sein d'une agence d'architecture spécialiste des monuments historiques. Est-ce que le numérique a profondément modifié le travail autour du patrimoine? C'est vraiment un outil formidable, quoi. C'est quelque chose qui décuple les capacités qu'on peut avoir de travail sur un édifice. Surtout récemment, ça s'est beaucoup démocratisé en fait. Les technologies qui étaient avant réservées à vraiment des spécialistes pointus sont accessibles maintenant un peu à tout le monde. Je pense à tout ce qui est notamment la partie acquisition. C'est quand on travaille sur un monument, on travaille sur un existant. Donc c'est une particularité. On ne fait pas une création ex nihilo. On va devoir comprendre, on va devoir observer. Et donc on a besoin de capter. Et la lasergrammétrie, par exemple, ce qu'on voit à l'écran, voilà, le nuage de points qui est issu d'un scanner 3D et d'un laser, ça vous permet de donner une précision presque infracentimétrique dans une géométrie. Donc ça vous permet, par exemple, de voir des déformations d'une voûte qui, à Notre-Dame, peut-être 15 cm à l'œil nu, on ne le verrait pas. 15 cm, pour autant, pour un tassement de voûte, c'est énorme. Donc, si vous voulez, c'est des choses qu'à une certaine distance d'œil, on ne va pas percevoir. C'est-à-dire qu'avant même la restauration, finalement, l'outil numérique, déjà, ça permet d'avoir une meilleure connaissance. Exactement. Du patrimoine. Ça augmente la connaissance. En revanche, c'est quelque chose qui n'est qu'un outil. Il faut faire attention que c'est l'œil humain derrière, c'est l'interprétation, et d'autant plus que c'est pas des systèmes, les monuments qui ont été construits en une fois avec un type, on va dire, homogène. C'est souvent hétérogène. Ça amène une interprétation qui doit être précautionneuse. Donc c'est des outils. Un outil d'aide à la décision, ça on le dit souvent pour l'intelligence artificielle, hein, c'est pas de l'intelligence, c'est de l'outil d'aide à la décision, pour des humains derrière. Tout à fait. Et puis derrière, on est dans une société qui fait que la plupart du temps, les projets de restauration sont impulsés par des politiques ou des maires ou des gens qui restaurent leur patrimoine. Et ces gens-là, ils ont besoin, ils sont pas forcément sachants, ils ont besoin d'être guidés. Donc il y a d'abord cette acquisition leur permet de voir ceux qu'ils possèdent ou ceux qu'ils ont en gestion.
Et derrière, on peut, avec la réalité virtuelle, on peut, nous, concepteurs, travailler, tester des ambiances, que ça soit sonore, comme le décrivait Brian Katz, que ça soit visuel, que ça soit lumineux, etc. Et après ça, le proposer au maître d'ouvrage, celui qui gère le bâtiment, enfin, qui est dans la gestion, et du coup, l'aider à prendre une décision. Telle partie de restauration plutôt que telle autre, tel état de restauration 13e plutôt que 12e siècle. Ça a été utilisé pour Notre-Dame de Paris, en l'occurrence? Alors, moi, je ne suis pas dans le saint des saints actuellement, mais j'imagine que vu les moyens qui sont engagés là-bas, peut-être qu'il y aura justement des débats qui seront illustrés avec ce genre de technologie, quoi. C'est possible. Après, alors, on va justement avancer sur cette question avec Maître Huette. Bonjour. Il y a le droit des patrimoines architecturaux en France qui ne permet pas donc de faire tout et n'importe quoi quand on envisage une restauration. Qu'est-ce qu'il y a d'intangible aujourd'hui juridiquement? Il faut tout d'abord regarder de près les mots pour donner une interprétation qui est souvent subjective. Et je retiens 3 éléments. Premièrement, le mot lien, le mot langue et le mot temporalité. Avec ensuite la dialectique entre ce qui est complexe et ce qui est simple, nous, avocats, ayant comme métier rendre simple toute complexité. Et puis, public-privé, c'est quelque chose de très important pour les monuments historiques qui, en principe, n'appartiennent qu'au champ du droit public. Il apparaît, en étudiant les archives, en étudiant les réalités du terrain, eh bien, il apparaît qu'on a public, privé, aussi privé pour les monuments historiques. Et puis, il y a la transversalité, la mobilité. J'ai créé un concept opérationnel qui est le droit mobilaire, c'est-à-dire un droit qui est entre le droit immobilier et le droit mobilier. Mobiliaire parce que tout bouge, tout change, les comportements de chacun, y compris ceux des avocats. Et puis, il y a le couple utilité-beauté. C'est avec émotion que j'ai entendu tout à l'heure l'architecte parler en fait de la musique, des concerts. Et dans les monuments historiques, même le juriste doit avoir une écoute sur tout ce qui est musical, avec les sons, avec les silences, pour permettre, lorsqu'il y a des concerts, d'apporter une contribution juridique même à l'ensemble des acteurs qui sont les gens de l'architecture et de l'urbain. Michel Huette, j'avais une question très, très précise à vous poser concernant la restauration de Notre-Dame de Paris. On a beaucoup disserté autour de la reconstruction à l'identique ou non de la flèche après l'incendie et aussi de la charpente. Il y a des textes aujourd'hui qui existent. On peut, alors je ne suis pas une spécialiste, c'est vous le spécialiste, vous allez m'éclairer là-dessus, mais on peut citer la charte d'Athènes ou encore la charte de Venise qui précise ce qu'on peut ou ne pas faire. Est-ce qu'on aurait pu ne pas reproduire à l'identique cette flèche? Ah, c'est un débat qui est presque toujours en cours, qui, là aussi qui est mobile, parce que même si il apparaît dans l'État, il y ait une préférence pour tel ou tel, soit comme Viollet-le-Duc, ou pas reprendre à l'identique ou non, le débat, pour moi, n'est pas clos, même si le décideur, c'est-à-dire l'État ou les représentants de l'État, ont décidé, mais ils décident même au fur et à mesure et en marchant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Rien n'est figé. Et peut-être ne suis-je pas assez clair, mais
Pour moi, tout ce qui concerne la restauration immobilière, notamment de Notre-Dame, est sur un chemin, un cheminement qui n'est jamais figé et qui n'est absolument pas terminé. Ça commence. Il est possible qu'il y ait des changements en cours, c'est même sans doute nécessaire. Alors sur cette question justement de l'identique, finalement, qu'est-ce que c'est l'identique? Vous avez commencé à l'évoquer en disant que à travers l'histoire, déjà le projet de monument historique évolue. Donc l'identique, c'est quoi? C'est la première version, la deuxième, la troisième, celle de Viollet-le-Duc par exemple, si on parle de Notre-Dame de Paris. Vous, quand vous travaillez notamment sur la reproduction de l'acoustique de Notre-Dame de Paris, est-ce que vous vous posez cette question? Faut-il reproduire à l'identique ce qui existait ou au contraire se dire qu'avec les technologies, on peut peut-être encore améliorer cette acoustique? Pour bien répondre à cette question-là, on a lancé un projet de recherche pour étudier l'évolution de l'acoustique de Notre-Dame depuis le XIIe siècle. Et vraiment essayer de voir comment l'acoustique a changé, parce que l'architecture a changé, l'usage a changé, les décors ont changé aussi, et chacun a un impact à différents moments dans l'histoire. Donc, si on il n'y avait pas forcément une préoccupation d'améliorer la qualité sonore, d'ailleurs. Pas forcément. Je pense que c'est piloté par plein d'autres raisons. Je pense que Viollet-le-Duc, il n'a pas dit qu'il faut restaurer ou améliorer l'acoustique. Il a travaillé sur l'architecture, sur la lumière. Donc vous avez sans doute vu une évolution qui était en dents de scie sur la qualité acoustique de Notre-Dame de Paris. Sûrement, sûrement. Et par exemple, si on regarde le chant grégorien, il était créé à un certain point dans l'histoire. Oui. Le grand orgue de Notre-Dame était installé à un certain moment dans l'histoire. Est-ce que c'était la même acoustique que juste avant l'incendie? On ne croit pas. Et donc nous, on veut chercher un peu de recréer et d'étudier cette évolution pour mieux informer l'État dans ses décisions. Parce que peut-être 2015 n'était pas le meilleur acoustique fidèle à l'histoire de Notre-Dame à cibler. Et une fois qu'on a donc cette historique de l'acoustique représentée en 3D, on peut prendre des décisions. Mais quels sont les outils qui peuvent être mis en œuvre aujourd'hui, qui peuvent nous permettre de travailler cette acoustique? En termes de restauration ou en termes de présentation? Parce que nous, de restauration. En restauration, ça peut être des avis sur le décor, les avis sur le matériau. Donc l'acoustique, c'est un résultat des choix tangibles. Donc toutes les décisions faites par les architectes impactent l'acoustique. Et donc on travaille avec les architectes pour bien décider, pour guider les choix ou informer les choix qui ont un impact sur l'acoustique. Alors, je sais que Maître Huette voudrait réagir. On va lui donner la parole tout de suite. Maître Huette, vous souhaitiez apporter un commentaire? Ah oui, très brièvement, d'abord pour me permettre de féliciter l'architecte. Dans son discours comme dans son action, c'est tout à fait conforme à l'histoire du droit des monuments historiques. Et toutes ces évolutions, ces changements, l'intégration de choses qui n'étaient pas modélisées à certaines époques, eh bien, je le retrouve. Donc, je suis en parfaite osmose avec les pratiques architecturales et urbaines des monuments historiques par les architectes. Architecte et directeur de recherche sur l'acoustique, j'ai l'impression. Grégoire Ferrand, quels sont ces outils numériques avec lesquels maintenant l'architecte doit travailler pour la restauration des monuments? Là, on parlait de virtualisation audio, 3D. Est-ce qu'il y a des nouvelles choses comme ça qu'il faut savoir aujourd'hui utiliser quand on est un cabinet d'architectes? Il y a pas mal de choses. J'ai commencé à en parler tout à l'heure. C'était au balbutiement, ça se démocratise. On parle donc en termes d'acquisition de tout ce qui est de lasergrammétrie. On parle aussi de captation drone, en fait, oui. donc ou photographique pour de la photogrammétrie, donc qui est un autre principe et qui permet aussi d'avoir des nuages de points. La finalité est un peu la même, et parfois des nuages de points, non pas seulement des points, mais des mèches, c'est-à-dire des polygones, donc des solides, en fait, qui sont plus appréhendables. Dans un nuage de points, on voit plusieurs points les uns derrière les autres, c'est difficile à interpréter. Donc voilà, on a cet aspect-là. On peut aussi avoir derrière tout ce qui va être
captation sonore ou autre, ou d'ambiance ou olfactive. Ça veut dire que c'est quand même davantage de coûts aussi pour un cabinet d'architecture. C'est davantage de coûts, mais on peut se débrouiller aujourd'hui. Quand je parlais de démocratisation de ces éléments-là, on peut se débrouiller pour aller à la source aussi, maîtriser les techniques. C'est-à-dire que quand on fait appel à un prestataire, forcément, on va payer le prix fort, etc. Quand ça nous intéresse, nous, même si on n'a pas encore la quarantaine, mais on est quand même assez jeune dans le domaine du patrimoine, c'est des choses qui nous ont travaillé et par lesquelles on est passé dans d'autres expériences professionnelles. Et donc, on a eu à cœur d'aller directement à la source, maîtriser le savoir-faire pour notamment travailler sur tous nos édifices. Nous, il n'y a pas un édifice qu'on ne scanne pas. Ça ne veut pas dire que derrière, on laisse le dessin à la main. Parce qu'il y a quand même une question de budget pour ces monuments historiques. On sait qu'aujourd'hui, ça fait partie de la complexité. Ça fait partie de la complexité. Maintenant, en fait, ça, si vous voulez, c'est plus cher au début et moins cher à la fin. Parce que quand vous avez une maîtrise géométrique au départ, vous évitez, parce que votre but, vous, c'est de faire des travaux, c'est de restaurer. Oui. Le but, c'est pas de faire des travaux en soi, mais c'est de restaurer. Et donc, c'est d'arriver à des gens qui vont faire des travaux. Plus vous maîtrisez la géométrie, moins il y a d'erreurs sur le chantier, moins il y a de discussions en chantier. Ah non, mais c'était pas prévu. Oui, il y a des maquettes numériques qui permettent à tous les corps de métier de travailler de manière coordonnée. Exactement. Alors, ça va être plutôt dans les bâtiments neufs, mais ce qui est en train de se produire là sur Notre-Dame, avec justement le viewer 3D qui sont en train de créer, qui incrémente tout un tas d'informations, va probablement, alors c'est un peu un laboratoire à Notre-Dame, mais c'est des choses qui effectivement permettent même à des entrepreneurs ou à un compagnon sur site de voir la réalité de ce qui est souhaité. Et donc, on a tous la même réalité tangible en 3D, plutôt que par rapport à des plans, c'est plus évident à comprendre. Et le projet peut être évolutif aussi. Exactement. Alors nous, quand on développe des projets, on va un peu plus loin aussi, c'est-à-dire que derrière, cette phase d'acquisition, on la transforme, on remodélise par rapport au nuage de points, parce que c'est pas quelque chose de figé, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut retravailler derrière. Et Ce sont vos technologies qu'on voit à l'écran, que vous utilisez. Oui, tout à fait. Alors là, peut-être... Pas forcément, d'accord. Alors ça, c'est... Ok, ce sont des capteurs d'images et de son. Alors, oui. Ce sont des choses quand même très nouvelles. Après, il y avait aussi, je voulais quand même parce qu'on arrive déjà presque à la fin de ce débat, je voulais qu'on parle du Grand Prix du Geste d'Or que j'ai cité, oui. Héritech. Qu'est-ce qui vous a valu ce prix? Vous pouvez nous parler un peu de ce projet qui marie justement héritage et technologie? Mais en fait, c'est une première, c'est la première fois que cet événement se crée, et en fait, ça a récompensé le travail entre un maître d'ouvrage et le maître d'œuvre avec la numérisation du patrimoine. Et nous, ça s'est cristallisé sur le projet de la Villa du Temps Retrouvé à Cabourg, qui est un projet de muséal sur la Belle Époque, et avec comme figure tutélaire Marcel Proust, voilà, qu'on voit à l'écran, et qu'on a restauré à l'aide du numérique, c'est-à-dire depuis l'acquisition, toute la chaîne, avec la réalité virtuelle aussi, qui a permis à la mairie, aux élus de prendre des choix, de décider, et même très en amont de communiquer avant la livraison du bâtiment 2 ans après de chantier. Ça permettait aux gens de se balader dans la rue avec des tablettes, de regarder ce que serait le projet, peut-être même de donner leur avis. Donc il y a une interaction avec le public qui est intéressante, parce que le public est assez friand de patrimoine. C'est des choses qui le touchent, qui sont identitaires, qui font partie de l'univers cabourgeais pour cette maison-là. Et donc, ils ont été sollicités. Et derrière, quand on voit que la réalité virtuelle est fidèle, plutôt que la réalité du projet est fidèle, ouais, c'est rassurant, parce que nous, on était aussi en test là-dessus. Et de voir que sur 2 ou 3 chantiers qu'on fait, on a un résultat qui est probant. Alors, on est passé par aussi des partenaires qui ont une start-up là-dessus, qui nous ont aidés, qui travaille avec Unreal, qui est un logiciel de jeux vidéo. Et donc, en fait, il y a une espèce de réalisme qui sort de ça, qui est assez impressionnant. Voilà. Brian Katz, vous êtes obligé d'aller in situ vérifier justement si votre modélisation audio est fidèle à la réalité? C'est la meilleure manière de faire. Donc, on a travaillé sur plusieurs endroits où on peut faire des mesures sur site à un certain point, et après, on peut modifier le modèle vers le futur ou vers le passé. Mais avec ces mesures in situ, on a un point calibré qui nous donne plus de confiance dans notre modèle. Et alors, vous y allez avec quel type d'appareil? Une banque d'eau-parleurs, de microphones. Ouais. On essaie de capter la manière que le son propage dans les lieux. Donc à Notre-Dame, on a pris un robot qui a pris tous les micros, parce qu'on n'avait pas le droit d'être sous les voûtes à cette époque-là, avec tout le matos sur les trépieds, sur roulettes, et on a déplacé les micros et les haut-parleurs
un peu partout dans les nefs. En 2015, c'était plus facile. On a juste fait le soir après un concert, quand tous les ingénieurs du son sont en train de quitter l'église. Nous, on installe nos matos à minuit pour faire des mesures sur place. L'in situ reste important. Je vais vous donner la parole, Maître Huette, avec une dernière question. Je sais que vous avez travaillé sur des projets comme la Philharmonie de Paris avec Jean Nouvel. Et moi, je voulais vous interroger sur les points finalement complexes ou peut-être à négocier avec un architecte. Les points complexes à négocier avec un architecte. Comme Jean Nouvel, qui entre a un envie de maître faire des d'ouvrage et choses très l'architecte, innovantes. Ou Oui. entre l'avocat et l'architecte. Non, entre ce qu'on peut faire justement avec le droit aujourd'hui et ses limites. Je ne vous entends pas. Ah, pardon. Alors, je repose ma question. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec le droit et donc qui impose des limites à un architecte qui, lui, veut créer des choses très innovantes? La première chose à faire, c'est épouser le point de vue de l'architecte qui lui-même doit refléter les désirs ou les passions du maître d'ouvrage. Donc, c'est un accompagnement. Donc, il ne doit pas y avoir de rupture, de fracture, même si on s'engouffre dans les fractures qui existent, mais pour préserver le bien commun, l'objet architectural. Merci beaucoup à tous les trois pour vos éclairages. J'aurais pu faire triple temps sur ce sujet, mais c'est comme ça. C'est le temps qui nous est imparti aujourd'hui. Merci à Maître Huette, docteur en droit, avocat, membre de l'Académie de l'Architecture. Merci à Brian Katz, directeur de recherche CNRS, et à Grégoire Ferrand, architecte du patrimoine, associé co-gérant de Sound Metron. Et je remercie également Frédéric Bott, qui est ingénieur en vibro-acoustique, qui m'a donné cette merveilleuse idée de plateau. À suivre, juste après la pause, on va parler des AirTags d'Apple. L'AirTag, ce dispositif, est-il un tracker disrupteur ? Nous sommes de retour pour la suite de Smart Tech et notre rendez-vous avec le regard disruptif d'Alain Staron, auteur d'Auto-Disruption, je vais y arriver, CEO d'Amborella. Bonjour Alain. Bonjour Delphine. Alors Apple a annoncé lors de sa keynote de printemps la sortie d'AirTag. Est-ce que vous y voyez un simple dispositif de suivi qui peut s'avérer d'ailleurs fort utile ou un lancement qui annonce une réelle disruption ? Eh oui. AirTag, rien de nouveau sous le soleil. Un AirTag, vous savez, c'est ce petit buzzer qui est tout petit, grand comme ça, et qu'on met à ses clés et qui sonne quand on l'appelle. C'est pratique quand on perd ses clés. Et ça a été inventé, ça a été mis en place dans les années 2012-2013 par au moins 3 entreprises. Là, vous avez Tile, l'américain, le slovène Chipolo et le français Wistiki. Au moins. Et le truc a pu sortir parce que Nokia, 6 ans avant, avait mis en place une nouvelle technologie qui s'appelle le Bluetooth Low Energy. C'est très important, ça veut dire que un objet peut émettre des informations avec une toute petite pile. C'est la clé. Bien. Jusque-là, tout va bien. Donc, ces entreprises se développent. Et le premier use case, c'est effectivement de pouvoir retrouver ses clés quand on les a perdues. Mais le Bluetooth ne porte qu'à quelques dizaines de mètres. Qu'est-ce que vous faites si vous avez perdu vos clés plus loin ? Première réponse, si votre téléphone était à côté au moment où vous l'avez perdu, votre téléphone va garder en mémoire la position où vous les avez perdues. Et puis si jamais elles sont déplacées, c'est là qu'intervient le changement de paradigme de ces entreprises, c'est de dire, si votre petit objet perdu est près d'un autre téléphone, à ce moment-là, c'est l'autre téléphone qui va transmettre la position. Donc c'est la communauté qui fait la force de l'offre d'Apple. Exactement. Parce que quand vous êtes d'une de ces entreprises, vous dites, c'est très bien, n'importe quel membre de la communauté va pouvoir repérer où sont les objets qu'on aurait perdus. Sauf que, première chose, il faut que votre application Tile, ou Sticky ou Chipolo soit toujours active en arrière-plan dans votre téléphone. Ça use de la batterie, c'est pas très pratique, les gens ont peur. Donc, et puis il y a un deuxième sujet beaucoup plus embêtant. Mais il faut quand même que, c'est bien d'avoir 5 milliards de téléphones, d'utilisateurs de téléphones sur Terre, 5 milliards et des poussières, donc 4 milliards et des poussières de smartphones, ça c'est très bien, mais il faut encore les convaincre de placer Chipolo, de placer Tile et de placer Wistiki. Après 6 à 8 ans, Tile a eu 26 millions
d'utilisateurs, c'est le leader, 90% du marché américain. Et Wistiki, elle fait faillite l'année dernière. Pourquoi ? Parce que c'est très cher d'aller convaincre tout le monde d'aller installer son application sur le téléphone. Apple, Tim Cook l'a annoncé au mois de janvier, c'est 1 milliard d'iPhone en circulation et 1,6 milliard si on rajoute les iPads, les Apple Watch, qui sont toutes compatibles. Et quand vous êtes dans le téléphone, vous n'avez pas besoin d'une application en arrière-plan. Donc, avec 1 milliard dans le téléphone, ces téléphones sont tous des petites antennes qui relaient l'information de là où vous êtes. C'est ce qu'on appelle, quelque part, l'ubérisation. L'ubérisation, c'est quoi ? C'est vous utilisez des actifs dormants, des actifs qui ne sont pas utilisés pour ce qui devrait être fait, et vous vous en servez pour faire un nouveau système. Et en l'occurrence, les utilisateurs. En l'occurrence, l'actif, c'est pas vous, c'est le téléphone que vous avez acheté. Vous l'avez acheté, vous avez dépensé des sous et vous payez un abonnement tous les mois. Il y a des trous d'usage dans ce que vous faites. Votre téléphone, vous n'en servez pas tout le temps. Lui, il peut quand même repérer s'il n'y a pas un petit AirTag autour de vous. Donc, c'est un actif qui dort dans votre poche et qu'on peut utiliser à coût marginal zéro. C'est comme ça qu'Uber a utilisé les VTC en disruptant non pas les taxis, mais la licence des taxis. En disant, vous n'avez plus besoin de licence parce que tout est dans le téléphone. C'est comme ça qu'Airbnb disrupte les hôtels en disant, mais votre appartement quand vous êtes en vacances, c'est un actif dormant. Proposez-le à la vente. Donc c'est le grand sujet des ubérisateurs, avec la limite du l'œuf et la poule. Pour démarrer, il faut avoir une certaine masse critique, et c'est ce qui freine un Chipolo, ce qui freine un Tiles, qui a tué un Wistiki. Et dans le cas du AirTag, pour bien comprendre, qui est ubérisé dans cette histoire ? Le tracking, l'asset tracking, c'est-à-dire le suivi des actifs, est aujourd'hui un sujet majeur de l'Internet des objets. Vous avez plein d'offres, donc vous avez les opérateurs télécoms qui ont des offres M2M, vous avez des opérateurs dédiés, on a déjà parlé de Sigfox, dont c'est un des sujets. Eh bien, si vous allez voir Apple et que vous utilisez le réseau qui s'appelle Find Me, vous n'avez plus besoin de ces réseaux. C'est-à-dire, le réseau, c'est les téléphones d'1 milliard d'individus. Donc, vous disruptez non seulement les gens qui proposent de l'asset tracking, mais vous disruptez aussi leurs fournisseurs, quelque part. Donc, c'est tout un écosystème qui est en train de bouger. Et je ne parle que du tracker. Et alors, juste avant Apple, on en avait parlé dans Smart Tech, il y a le coréen Samsung qui a aussi lancé ses Galaxy Smart Tag. C'était en janvier, avec un parc probablement équivalent à celui d'Apple, finalement. Exactement. Alors, ça marche pas exactement tout à fait pareil, mais le vrai truc intéressant, c'est encore une fois, c'est l'écosystème. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe ? Apple, pour gagner, premièrement, il a ouvert son réseau à ses concurrents. Vous avez aujourd'hui dans Find Me la possibilité de retrouver votre AirTag Chipolo, le concurrent slovène. Donc, ainsi, les concurrents n'ont plus besoin de s'occuper du réseau, ils se concentrent sur leur service. Et de sources non officielles, Apple est en train de discuter aussi avec des fabricants de téléphones Android pour avoir cette fois-ci un vrai réseau à 4 milliards de téléphones sur Terre. Il n'y a pas d'équivalent. Et gratuit. C'est impressionnant, donc une vraie disruption, vous nous dites finalement, cachée dans un petit tracker. Voilà, et ce n'est que le début, puisque sur l'iPhone, vous avez non seulement le Bluetooth, mais l'Ultra Wideband Bluetooth, qui est une résolution qui monte à quelques centimètres. Et donc, moi, j'encourage juste tout le monde à regarder, les entreprises, les entrepreneurs, à regarder ces signaux faibles, ce qu'on appelle des signaux faibles, qui sont en train d'apparaître, parce que quelque part, ça va entraîner une disruption. Il faut se poser la question de son modèle économique, de son business, qu'est-ce qu'on a envie de faire, et regarder si on ne peut pas utiliser ce genre d'écosystème qui se met en place pour disrupter soit soi-même, soit ses concurrents. Merci beaucoup Alain Staron pour votre analyse disrupteur opérationnel que vous êtes, auteur d'Autodisruption et CEO d'Amborella. Merci beaucoup Delphine. Merci à vous. À suivre demain, peut-être qu'on pourra réparer de l'ADN sans risque. C'est la chronique de Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Une question, serions-nous proches de ce jour où l'on pourra éditer un génome sans l'altérer et ainsi intervenir sur de nombreuses maladies génétiques ? C'est ce que semblent dire les derniers développements de la recherche. Oui, effectivement, c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on essaie de mettre au point une technique pour soigner les patients en intervenant directement sur la séquence d'ADN
au niveau du noyau cellulaire. L'objectif, vous l'avez dit, c'est de guérir des maladies génétiques, maladies qui impliquent un génome ou un chromosome défectueux. Eh bien, un groupe de 8 personnes, 8 chercheurs, pour la plupart du Wyss Institute d'Harvard, a décrit une technique nommée Rhetron Library Recombining, RLR. Cette solution, cette technique, elle va plus loin que la technique dévoilée en 2012, la technique CRISPR, qui a pourtant révolutionné littéralement l'édition génomique et qui a valu à sa créatrice le prix Nobel en 2012. Alors rappelez-nous comment fonctionne cette méthode. Alors la première méthode CRISPR, en fait, il s'agit de couper un brin d'ADN en deux. Le but, c'est de retirer la partie défectueuse de l'ADN et de la remplacer par une enzyme précise. Avec cette mutation, on cible la zone d'origine du problème, de la maladie génétique, pour la modifier à la racine. Le problème, c'est que cette technique, bien que révolutionnaire évidemment, elle porte le risque de résultats néfastes sur l'ADN. L'ampleur de ces effets fait encore évidemment l'objet de discussions au sein de la communauté scientifique. Mais pour résumer, couper le brin d'ADN en deux peut endommager le reste de la séquence et tout le processus de réplication de la cellule. Et alors, que va changer cette nouvelle technique RLR ? Ici, il ne s'agit absolument pas d'endommager l'ADN. On ne va pas le couper physiquement. Pour opérer une mutation, les chercheurs proposent d'intervenir au niveau du noyau de la cellule au moment précis de sa reproduction. Car quand la cellule se reproduit, elle se divise en deux, vous le savez, donc elle se reproduit en tant que cellule, mais elle réplique également l'ADN. Donc l'idée, ce qu'on va faire, c'est de pousser la cellule à répliquer un ADN corrigé, sain, sans la défaillance à l'intérieur du génome. Alors pour ça, on va utiliser les rétrons. Ce sont des séquences génétiques qu'on retrouve dans certaines bactéries et qui produisent un brin d'ADN unique. Vous savez, l'ADN est en hélice. Ici, il n'y aura qu'un brin unique. L'objectif, c'est qu'on va introduire ce rétron qui va servir de modèle à la cellule. On le met dans la cellule et la cellule, au moment de se reproduire, va calquer cette nouvelle information et la sœur jumelle, la cellule qui va être reproduite et répliquée, elle aura à ce moment-là un ADN complètement sain, sans la défaillance qu'il se trouvait à l'origine. En fait, on a donné finalement le mode d'emploi à la cellule pour se reproduire et se guérir en même temps. Ça, c'est une belle promesse. À quel stade en sont les travaux de recherche ? Au tout début, on vient de dévoiler dans la revue scientifique dédiée à Harvard ces premières données. Donc évidemment, la prochaine étape, c'est la phase expérimentale. Le chemin sera long, mais très intéressant et on pourra peut-être coupler toutes ces techniques qui arrivent aujourd'hui. Merci beaucoup Cécilia. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié, comme moi en particulier, ce talk sur la reconstruction de Notre-Dame de Paris et notamment sa reconstruction acoustique grâce à la réalité virtuelle auditive. Je vous propose qu'on réécoute un extrait. Le résultat magnifique des travaux réalisés notamment par l'équipe de Brian Katz qui était en plateau dans Smartech aujourd'hui. À suivre, c'est le lab où les entreprises du numérique viennent pitcher dans Smartech. Nous, on se retrouve demain pour l'émission spéciale du vendredi.